Qu'ils soient enthousiastes ou plus circonspects face aux 2 avatars de James Cameron, les spectateurs semblent se rejoindre sur une chose. Visuellement, les films sont grandioses. Par leurs scènes d'action spectaculaires, évidemment, mais aussi, voire surtout, de par la richesse de l'univers dévoilé à l'écran. Nous plongeant au cœur d'écosystèmes inconnus, ces films dépaysent, amènent le spectateur ailleurs, excitent son imagination. Les uns diront que l'immersion est totale, les autres y verront plus une simple performance visuelle, la version SF d'un reportage à la National Geographic. Quelles que soient ces nuances, le constat est sensiblement le même. Avatar est une fenêtre ouverte sur un nouveau monde que James Cameron nous invite à découvrir dans ses moindres détails. Voilà une des particularités les plus fortes de la saga. La description de la planète Pandora, de sa faune et de sa flore, de ses peuples et de leurs coutumes, est au cœur des enjeux des récits. Une particularité qui va rattacher ces films à un pan inattendu de l'histoire du cinéma. Revenons aux origines du 7e art. Quand le public commence à se passionner pour ce nouveau médium, 2 formes de récits se développent. Les scénettes de fiction, course-poursuite ou films inspirés des féeries théâtrales d'un côté, et de l'autre, les photographies animées, les vues des Frères Lumière notamment, qui permettent de découvrir le monde entier sans avoir à même bouger de son fauteuil. Avatar, 100 ans plus tard, est ainsi, comme on l'a déjà vu, un des plus dignes héritiers de l'imaginaire des films à trucs, initié par Georges Méliès. Les films de James Cameron se placent avec évidence dans la continuité de tout un siècle de science-fiction. Ils en ont tous les attributs, tout comme ils empruntent aux films de guerre ou aux westerns. Bref, ce sont de vrais films pulp. Mais poussons la réflexion un peu plus loin. La plupart des films de James Cameron se déroulent dans des univers réalistes, très concrets pour le spectateur. Banlieue américaine typique, faste de la vieille Europe, Tu fais la cuisine pour ton chien? Viens-moi tout ça. Vite, vite. événements historiques, expéditions scientifiques ou militaires, toutes ces histoires prennent place dans des mondes qui nous sont familiers. Ce n'est pas le cas dans Avatar. Se déroulant sur une planète imaginaire, Pandora, le film introduit un monde totalement nouveau, plus proche de la fantaisie que de la pure science-fiction, dans lequel le héros, et à travers lui le spectateur, va devoir faire table rase de ses habitudes. Un univers sorti de l'imagination du réalisateur et qu'il va devoir rendre crédible aux yeux du public. Dès lors, si ces films sont évidemment des héritiers des tableaux de Georges Méliès, ils le sont tout autant des vues des Frères Lumière, car James Cameron s'emploie autant à faire vibrer le spectateur devant un récit trépidant qu'à simplement lui faire découvrir ce monde hors du commun. L'ambition d'Avatar est de créer un univers entièrement numérique et de le rendre concret, presque tangible. Cela passe évidemment par la qualité des effets spéciaux, mais aussi et surtout par le regard que porte Cameron sur cet environnement, par la façon dont il va le présenter au spectateur. De ce point de vue, on peut alors rapprocher le travail du réalisateur de celui d'un autre grand cinéaste, considéré comme l'un des pères du documentaire, Robert Flaherty. Auteur de Nanook l'Esquimau, Moana ou L'Homme d'Aran, ces films jouent la carte de l'aventure et de l'exotisme pour nous conter la vie d'Inuits dans le nord du Canada, la vie de Samoans au milieu du Pacifique ou celle des habitants d'une petite île au large de l'Irlande. Flaherty cherche à capter le quotidien d'hommes vivant sur des terres inhospitalières, au contact des forces de la nature, loin des habitudes de vie citadines et occidentales. Dans Avatar 2, les Omaticaya, peuple de l'eau, ont clairement les mêmes caractéristiques que les communautés auscultées par Flaherty dans ces 3 films. Cameron est allé chercher son inspiration du côté des cultures du Pacifique et la filiation avec Moana est alors évidente. La description de la vie quotidienne est le cœur logique des films de Robert Flaherty, tout comme elle est centrale dans ceux de Cameron. Leurs films invitent les spectateurs à la découverte de ces sociétés, de leurs traditions, de leur culture et évidemment de leur environnement. Dans Avatar, l'enjeu du récit est clair. Plus que d'action, il est question d'observation. Les personnages débarquent dans des mondes qui leur sont inconnus et sont alors dans la même position que le public, les yeux grands ouverts. Jack dans le premier opus évidemment, puis Kiri dans le second.
L'identification entre héros et spectateurs passe par ces regards, par cette découverte conjointe, et de nombreuses scènes jouent ainsi sur la contemplation d'éléments extraordinaires ou beaucoup plus banals. Prenons une scène d'Avatar 2, symbolique des intentions narratives du film et qui résonne particulièrement avec les œuvres de Robert Flaherty, celle de la chasse au Tulkun. Plutôt que d'en faire une simple scène d'action, trépidante, James Cameron l'aborde de manière très didactique. Il fait le choix de nous la montrer en quasi-temps réel. Étape par étape, on découvre les manœuvres, les gestes, les dangers. Très exhaustif dans sa description, cette scène fait ainsi écho aux multiples scènes de pêche qui sont au cœur de Nanook l'Esquimau ou de l'Homme d'Aran. Un siècle sépare les films de Robert Flaherty et de James Cameron, pourtant ils partagent la même ambition, montrer de manière très pédagogique le déroulé d'une scène de chasse, et cela passe donc par des idées de mise en scène très similaires. Dans Nanook l'Esquimau, la caméra est éloignée, souvent fixe, les plans sont longs, entrecoupés de cartons très explicatifs, précisant ce qu'il se passe à l'écran. Dans L'Homme d'Aran, les cartons ont disparu, remplacés par des bribes de dialogue. Et la mise en image se fait plus engagée, la caméra plus mobile, le montage heurté fait pleinement ressentir au spectateur la tension des événements, le difficile travail des pêcheurs. Les deux films ont 12 ans d'écart et on voit bien alors comment le style visuel de Robert Flaherty a évolué. Observation ou immersion, on va retrouver ces deux approches dans Avatar 2. Comme dans L'Homme d'Aran, on est au plus proche des personnages pour saisir tous leurs gestes, avec simplement quelques lignes de dialogue, nous permettant de mieux comprendre ce qui nous est montré. Et, dans la construction de sa séquence, Cameron choisit parfois aussi de prendre du recul sur l'action, en insérant dans son montage la réaction d'autres personnages, observateurs lointains des événements, aux commentaires très explicatifs. Ces dialogues ont alors exactement le même rôle que les cartons de Nanook. Ils interrompent l'action pour donner des informations aux spectateurs. Mais James Cameron va sortir de cette représentation héritée de Flaherty en ajoutant simplement un point de vue absent chez son confrère. Des plans se situant du côté des Tulkun pour capter leurs réactions, leur souffrance en l'occurrence. Ce changement de perspective sur les événements permet alors de sortir du strict point de vue des chasseurs. Flaherty se concentrait sur l'aspect humain, sur les faits et gestes des pêcheurs. Cameron, en nous montrant le contre-champ animal, donne alors une teinte plus dramatique à cette chasse et fait basculer la tonalité de la scène, l'empathie du public allant du côté des chassés plutôt que des chasseurs. Avec cette multiplication des points de vue, tracker, témoin, Tulkun, James Cameron affirme un choix narratif clair. Ici, il ne cherche pas le simple divertissement, l'efficacité brute d'une scène d'action débridée. Il vise au contraire l'émotion et la compréhension, et le spectateur s'identifie alors aux deux témoins, très gênés par ce qu'ils ont sous les yeux. Au regard de cette scène, les choses sont claires. L'ambition d'Avatar est tout autant de raconter que de décrire et d'expliquer. De manière générale, le film nous pousse à simplement observer, en pariant sur le fait que cet effet de réel, cet effet de sidération produit sur le spectateur, amènerait une implication plus forte encore aux enjeux dramatiques du récit. Chez James Cameron, la fiction se confond donc parfois avec la pure observation documentaire. Chez Robert Flaherty, c'est l'inverse. Le documentaire va user des codes de la fiction. Car si le réalisateur est considéré comme l'un des pionniers du long-métrage documentaire, son travail questionne, dès les origines, la notion même de cette forme cinématographique. Robert Flaherty va forger son style à l'expérience sur le terrain. D'abord cartographe et géologue, il multiplie à partir des années 1910 les missions dans la baie d'Hudson, restant sur place plusieurs mois avec les Inuits pour seule compagnie. Lors d'une de ces missions, il emmène une caméra, et l'idée émerge peu à peu de réaliser un véritable film pour conter la vie de ces habitants du Grand Nord.
À la suite de multiples tournages, il rentre chez lui pour se mettre au montage. Débutant, il tâtonne, et quand il montre une première version du film à ses amis, le verdict est très mitigé. Les gens ont réagi poliment, mais je pouvais voir que l'intérêt qu'ils avaient pris au film était un intérêt purement amical. Ils voulaient voir où j'avais été et ce que j'avais fait. Ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Je voulais montrer les Inuits. Et je voulais les montrer, non pas du point de vue de l'homme civilisé, mais comme ils se voyaient eux-mêmes. En faisant Nanook l'Esquimau, Flaherty découvre à l'expérience que la simple captation des faits et gestes de ses personnages ne peut suffire dans la conception de son film. Suite au raté de la première version de son documentaire, le réalisateur reprend alors le tournage à zéro, repartant dans le Nord, avec une nouvelle idée directrice, une nouvelle ambition. J'ai eu le temps de réaliser que le premier film n'était pas bon, mais j'ai vu que si je choisissais un seul personnage en injectant en lui toutes les caractéristiques des Esquimaux telles que je les connaissais, le résultat serait bien meilleur. Plutôt que de simplement observer la vie inuite, Robert Flaherty passe là à une méthode plus interventionniste. Non pas la captation du réel donc, mais plutôt sa reconstitution. Car un documentaire n'est pas la réalité brute, mais un regard sur cette réalité. Au cours des années 30, John Grierson, cinéaste et théoricien, tente de définir le documentaire au travers de différents textes comme First Principle of Documentary. Dans ses essais, il développe l'idée de traitement créatif de l'actualité. Selon lui, il est donc plus question de création que de simple captation. Le paradoxe du genre documentaire est établi. Impossible d'être objectif, c'est à l'inverse le subjectif qu'il faut travailler. Comme quand Flaherty nous montre une scène de chasse aux phoques. Dans ce plan, il n'y a pas d'animal de l'autre côté de la corde. Un phoque, déjà chassé, sera utilisé pour le plan suivant. Nous sommes dans la pure reconstitution. Au fond, le problème est double. Il se ramène à une question de technique et à un problème de morale. Il s'agit en effet tout à la fois de tricher pour mieux voir et cependant ne pas tromper le spectateur. Cette problématique est au cœur du travail de Robert Flaherty. Il est en cela un pionnier du cinéma. Il défriche, innove, pour trouver sa méthode de travail. Le réalisateur joue sur la porosité entre fiction et documentaire et il va pousser loin ce côté hybride en faisant même une marque de fabrique. Que ce soit dans Nanook, Moana ou L'Homme d'Aran, tous les ingrédients de ces films sont factuels. Lieux véritables, personnages autochtones, gestes du quotidien, coutumes ancestrales. Avant de tourner, Robert Flaherty et son épouse Frances s'immergent longuement dans ces lieux, dans ces cultures. It was always basically the same. Always we went and lived with the people. Yeah. We were over there living on the islands for nearly 2 years. But it was one of the most unforgettable experiences any of us ever had. Ils développent alors une méthode de travail très particulière pour expérimenter à loisir. He took with him not only camera and film, but a developing, projecting and printing outfit, so that he could see what he was getting as he went along, what his camera was doing, what it could do, what the nature was of this new machine. Ce travail de recherche devient alors collaboratif pour réussir à embarquer les habitants eux-mêmes dans la confection du film. Well, the turning point came when we decided that we would film the old shark hunting days. This, for the whole island, was a great excitement. And the people began bringing out the old harpoons that they had stored in their houses. And that year, as it happened, was the greatest migration of these great fish that there had been since the old shark hunting days. It was a tremendous excitement for the people. Not only that, but every day as the shark hunting proceeded, they could see it and they could see themselves on the screen. And this was something they understood. This was their story. This was something that they felt deeply. It was exactly the same way in the north with Nanook. When he saw himself spearing a walrus on the screen, he then knew what the film was about. He took the film over. Robert Flaherty se fait tout à la fois ethnologue et conteur. Ethnologue de par son travail de recherche, conteur dans ses arrangements avec le réel. Une dualité que le réalisateur va affirmer de plus en plus radicalement au fil de ses films qui, en termes de scénario, sont construits sur le même schéma, le même enchaînement de scènes. Découverte de grands paysages, déplacements, chasse dans un milieu extrême, repos au sein du logis, grand final au milieu d'une tempête. Un enjeu dramatique est au cœur de toutes ces scènes.
la vie de ces communautés dans un environnement naturel extrême, entre symbiose et conflit. Et c'est visuellement que va se jouer cette tension. Les idées de mise en scène, balbutiantes dans Nanook, prendront toute leur ampleur dans Moana, et surtout dans L'Homme d'Aran, avec notamment une idée très précise dans la façon de cadrer les personnages. Now remember this. When the horizon's at the bottom, it's interesting. When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. Quelques décennies avant que John Ford n'énonce ce principe, Robert Flaherty en livre une éclatante démonstration. Les personnages respirent, sont magnifiés, en accord total avec leur environnement quand la ligne d'horizon est basse. Lorsqu'elle est haute, la mer, les falaises deviennent menaçantes, écrasent les personnages. La nature devient même étouffante dans les plans en plongée qui font sortir l'horizon du cadre. Il n'y a dès lors plus d'échappatoire possible. Flaherty a bien compris que toute la dramaturgie de son film se trouve dans le déséquilibre, dans le rapport de force entre homme et nature. Un rapport de force qui est évidemment au cœur du montage. Loin d'une captation simplement descriptive, le réalisateur vise l'immersion avec une caméra toujours très mobile et un montage syncopé qui poursuit les innovations rythmiques des avant-gardes des années 20, de Dziga Vertov à Abel Gance, et préfigure 100 ans auparavant le découpage ultra rapide des grands films d'action du XXIe siècle. La construction dramatique, la force visuelle, la précision du découpage et du montage de Robert Flaherty dans L'Homme d'Aran ne laissent plus de doute quant à la véracité de ce que l'on voit. Dans ce film, les activités quotidiennes les plus anecdotiques prennent une dimension presque mythologique. Et ce qu'il en ressort tient plus de la légende que de la tranche de vie. L'ambition du réalisateur est claire, plutôt que de capter le quotidien d'une communauté à un instant T, il souhaite en capter son essence. Il peut ainsi accéder à une vérité plus intemporelle. L'homme face à la nature, un combat millénaire. Those three men in the current became characters out of one of their own heroic legends. The film became a saga. It was more than a documentary. It was the archetype. It was an old Irish tale. It was poetry. Les dynamiques au sein de Avatar et des films de Robert Flaherty sont les mêmes. Plonger le spectateur dans une culture et une nature qui lui sont inconnues. A priori opposés sur le spectre du cinéma, ces films se rejoignent alors dans un mouvement inverse. Robert Flaherty est un explorateur qui est devenu cinéaste, James Cameron est un cinéaste devenu explorateur, l'un injecte de la fiction dans son documentaire, l'autre injecte du documentaire dans sa fiction, d'où l'impression de réel dans Avatar, d'où l'impression de mythe dans L'Homme d'Aran. Si l'on se replace une dernière fois dans l'histoire du cinéma, le raccourci entre Nanook l'Esquimau et Avatar est certes saisissant, mais rappelle aussi l'évolution de l'œuvre d'un duo de cinéastes, Meriam C. Cooper et Ernest Schoedsack. Suivant les traces de Flaherty, les deux réalisateurs se sont engagés, dans les années 1920, dans de longs voyages pour aller filmer des contrées à l'époque très peu accessibles. En Perse, avec le documentaire Grâce, où ils gravissent des montagnes et traversent de furieuses rivières en compagnie d'une tribu nomade. Puis en Thaïlande, avec le docu-fiction Chang, captant des charges d'éléphants, une dangereuse chasse au tigre, ou s'amusant d'un petit singe espiègle. Mais les deux hommes se sentent vite à l'étroit dans le genre documentaire, dans ce qu'ils appellent le roman du réel. Et l'écrivain Michel Lebris décrit bien leurs interrogations dans son formidable roman Kong. Peut-être y avait-il quelque chose à trouver entre fiction et réel. La fiction révélant la puissance tapie au cœur du monde, le réel nettoyant la fiction de ses vaines conventions. C'est donc en entrant de plein pied dans la fiction que Meriam C. Cooper et Ernest Schoedsack trouveront le point d'équilibre entre récits naturalistes et légendaires pour raconter au mieux l'humanité. Le résultat de ce cheminement artistique sera leur chef-d'œuvre, King Kong, l'un des rares mythes purement cinématographiques, comme Avatar donc. Dans toute leur œuvre, Cooper et Schoedsack, tout comme James Cameron ou Robert Flaherty, nous rappellent ainsi la puissance du langage cinématographique, capable de transcender le réel ou la fiction,
pour toucher à l'universel. N'étaient-ce pas les mythes, dans le fond, qui menaient le monde, soudaient les hommes, les faisaient se sentir plus vastes qu'eux-mêmes, aussi vastes que l'univers? N'étaient-ce pas eux qui les soutenaient dans le noir, les guidaient quand tout venait à manquer? Les mythes mènent le monde? Non. Les mythes disent le monde. Camera. Your eyes open wider. It's horrible, Anne, but you can't look away. There's no chance for you, Anne. No escape. You're helpless, Anne. Helpless. There's just one chance. If you can scream, but your throat's paralyzed. Try to scream, Anne. Cry. Perhaps if you didn't see it, you could scream. Throw your arms across your eyes and scream, Anne. Scream for your life!